Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 1er janvier 2020. Première grande édition de l'année. À cette occasion, je me joins à tout le personnel du groupe de presse Labari au nom du directeur général du groupe pour souhaiter à tous et surtout à tous nos téléspectateurs nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Justement, pour accueillir l'année 2020 en beauté, la nuit du 31 décembre est mise à profit pour des festivités. À cet effet, une de nos équipes a fait le tour de certaines places publiques et autres lieux de distraction. L'ambiance était au rendez-vous, n'est-ce pas, Hamza Sakou et Chebou Igiso? Malgré la fraîcheur qu'il faisait, déjà à 23h, la ville était sous pluie de pétards. L'ambiance festive était au rendez-vous dans tous les coins et recoins de la ville, qui marque ainsi la fête du Nouvel An. C'est une immense joie, un immense bonheur d'avoir retrouvé la famille Bellissimo, comme chaque année, et d'avoir soufflé les bougies avec eux, et d'avoir souhaité tout d'abord pour notre pays la paix, la tranquillité, la santé, la prospérité, le succès pour tout un chacun. Alors le souvenir de 2019, c'était pareil. Aujourd'hui, ce soir, je peux dire que c'est mieux que 2019. Et c'est ce que nous souhaitons chaque année, que chaque année soit meilleure que l'année précédente. Que du bonheur pour tout le monde. Dans la joie, dans la paix, et puis vraiment on est content, tout le monde est content. C'est toujours mieux de rentrer dans une nouvelle année avec beaucoup de joie, beaucoup de sourires aux lèvres pour couronner l'année de succès. Je souhaite vivement vraiment le succès pour notre restaurant, la prospérité vraiment, et que vraiment nos clients soient satisfaits de nous. Vraiment, je souhaite à tous nos clients qui viennent ici et ceux qui vont encore venir pour cette nouvelle année, je leur souhaite beaucoup de succès, beaucoup d'ardeur au travail et surtout beaucoup de bonheur. Je leur souhaite leur propre vœu, que vivement que cette année soit une année de succès pour tout le monde. Le 31 décembre est une fête chrétienne, ce qui a amené ses fidèles à observer une séance de prière. Nous sommes en train de célébrer le réveillon, c'est-à-dire le dernier jour, disons même les dernières heures de l'année. Et nous sommes là pour exprimer notre reconnaissance et notre gratitude envers notre Dieu qui nous a gardés depuis le premier jour de l'année jusqu'à ce jour qui est le dernier. Elle est si importante pour nous parce qu'elle est la dernière, c'est la dernière journée, ce sont là les dernières heures. Voilà pourquoi elle est si importante pour nous. Et nous ne pouvons être nulle part ailleurs qu'ici, vraiment dans la maison de Dieu, pour le remercier pour sa protection durant tout au long de cette année et d'avoir pourvu à tous nos besoins durant tout au long de cette année. Voilà, et en même temps prier et remettre l'année prochaine entre ses mains, c'est-à-dire l'année 2020. En dehors de l'ambiance, la ville s'est métamorphosée à travers les décorations. Vivement l'année 2021. Si d'autres ont choisi d'organiser des fêtes de réveillon, par contre, certains ont préféré se déplacer pour aller suivre un prêche sur la culture islamique. Au devant, le prédicateur Alpha Issa Lazari. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à y prendre part. Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Ils sont nombreux, ces jeunes qui ont fait le choix de ne pas s'adonner aux distractions liées à la fête du Nouvel An, mais plutôt de s'y rendre au niveau des prêches pour écouter la parole de Dieu. Malgré la fraîcheur, ces fidèles ont tenu bon, ce qui leur a permis de mieux s'imprégner sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ses compagnons, des fêtes musulmans, bref, de la religion islamique. Cette prêche qui vraiment va les empêcher de s'égarer dans cette nuit. Ce n'est pas une fête musulmane, c'est loin de là. Elle ne figure pas dans les fêtes musulmanes. On a des fêtes propres en nous. Donc, nous avons décidé de faire la prêche pour amener la jeunesse à comprendre nos fêtes. Nos fêtes sont, comme l'a si bien dit les marabouts, les vendredis, les deux fêtes Tabaski et Ramadan. Donc, ce sont nos fêtes qu'on doit fêter, qu'on doit manifester nos joies, nos grandes joies. Donc, et non cette fête-là. Au cours de ce prêche, des invocations sont également prononcées pour que la paix et la quiétude perdurent au Niger. Après avoir fini la prêche,
les marabouts ont demandé et recommandé à tous et chacun de nous d'abord de prier à la nation, de prier aussi à tout l'ensemble de la Oumma islamique, partout où nous sommes, et prier encore pour la sécurité dans ce pays, parce que nous avons perdu beaucoup de hommes. Nous avons perdu. Donc on a prié beaucoup pour la nation. Ce prêche organisé chaque nuit du 31 décembre par Alpha Issa Lazare a vu la présence de plusieurs oulémas qui, eux aussi, ont apporté leur contribution dans l'éducation islamique. Autre aspect de cette fête, il porte sur la circulation routière. En effet, sur ce plan, le réveillon est très souvent synonyme d'accident de la route, souvent mortel. Pour les services de secours de la place, la prudence doit être de mise pour éviter certains accidents. N'est-ce pas, Hassan Saleh Mustafa? Comme tous les ans, la circulation est peu ordinaire à Niamey à l'occasion de la fête de fin d'année. Elle est caractérisée par de graves accidents de la route. Le réveillon de fin d'année est synonyme des accidents de la route. Les services de secours se préparent à toute éventualité tout en prodiguant des conseils aux usagers. Nous sommes conscients que des jours pareils, il y a toujours une demande accrue des services, une demande en assistance médicale notamment. Donc on s'y est préparé, nos équipes ont été renforcées et notre matériel adapté, préparé pour la circonstance. En cas d'urgence, le premier conseil, c'est de ne pas se mettre en danger soi-même. Vous qui êtes témoin, vous mettez en sécurité, vous évitez de provoquer un suraccident. Et en ce moment, vous appelez les secours, vous faites appeler les secours tout en approchant la victime pour apporter les premiers gestes de secours, par exemple arrêter un saignement, par exemple mettre sur le côté quelqu'un de complètement inconscient, des gestes de ce genre qui peuvent sauver la victime. Également, s'assurer de la qualité de l'alerte. Nos services seront beaucoup sollicités, donc nous préférons être appelés pour des situations pour des situations qui l'exigent vraiment. Nous sommes prêts, c'est vrai, à gérer toutes les situations, à traiter tous les appels. Le service d'aide médicale d'urgence SAMU demande aussi à la population à plus de vigilance. Notre numéro, c'est le 15, 1-5. Le SAMU répond au 15, les sapeurs-pompiers au 18 et police secours au numéro 83 deux fois. 83. Surtout, ce que nous, l'appel qu'on a plutôt à lancer à tout le monde, c'est d'abord la prudence. Vraiment, il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est vrai que la médecine a fait de grands progrès, c'est vrai que les secours se sont améliorés, mais il vaut mieux éviter certaines situations, puisque il y a beaucoup de situations irréversibles. Malheureusement, il y a des situations dans lesquelles on ne s'en sort pas, ou bien on s'en sort avec des lourds handicaps, et nous allons répondre au mieux aux différentes sollicitations, en sachant que nous faisons tout ça là en collaboration étroite avec les services de secours que je viens de vous citer et avec lesquels on se retrouve souvent obligés d'être tous en même temps sur une seule intervention puisque l'état de la victime ou les circonstances de l'accident l'exigent. À l'occasion du réveillon du 31 décembre, les services de secours profitent pour appeler les usagers à plus de prudence dans la circulation. Une prudence qui passe nécessairement par le respect du code de la route. Notre compatriote, journaliste, écrivain Siddiq Abba, co-auteur de l'ouvrage Voyage au cœur de Boko Haram, nous éclaire sur son ouvrage. Siddiq a rencontré les ex-combattants de Boko Haram dans le camp de repentis de Goudou-Maria. Hassan Saleh Mustafa. Voyage au cœur de Boko Haram,
C'est un ouvrage coécrit par Dandanou Mohamed Lawali et le journaliste écrivain nigérien Siddiq Abba. Il était dans la région de Difa où il avait rencontré des ex-combattants de Boko Haram du centre de repenti de Goudmaria. Nous avons trouvé des personnes qui ont rejoint Boko Haram parce qu'elles ont adhéré à son idéologie religieuse. D'autres personnes se sont retrouvées là tout à fait par hasard parce qu'elles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, comme l'exemple de cette jeune fille que nous avons rencontrée, qui avait 12 ans, qui revenait du champ familial et qui a été interceptée par le combattant de Boko Haram. Il y a aussi l'exemple de ce tailleur-là qui, à force de faire des retouches aux gens de Boko Haram, s'est retrouvé embrigadé parce que les gens de la secte ont estimé qu'il fallait l'amener avec eux pour qu'ils puissent travailler pour eux au quotidien. Il y a enfin un troisième profil, une troisième catégorie, c'est des personnes qui sont allées dans Boko Haram par calcul, qui ont estimé que peut-être qu'on peut gagner de l'argent. Beaucoup de jeunes que nous avons rencontrés sont partis comme ça en se disant que peut-être même sans savoir ce qui nous attend dans les rangs de Boko Haram, c'est mieux que la situation d'oisiveté dans laquelle nous sommes. Toute la partie qui est touchée par Boko Haram, que ce soit au Niger, au Nigeria, au Cameroun ou au Tchad, est une partie où la pauvreté, l'absence d'emploi, ces deux valeurs-là se sont installées et ça a permis à Boko Haram de mobiliser plus facilement. À chaque attaque, selon l'auteur, les éléments de Boko Haram ciblent les femmes pour faire d'elles leurs otages pour des questions stratégiques. Quand il s'agit des femmes, elles sont enlevées, elles sont ramenées par la secte dans les localités qu'elles contrôlent parce qu'il y a un usage particulier, parce qu'elles font partie de la stratégie de recrutement, elles font partie de la stratégie de combat, donc elles ont plus de valeur même que les combattants souvent. Au-delà du fait qu'elles sont utilisées pour appâter des recrues, parce que les recrues souvent on leur dit venez, on va vous donner une épouse, on va vous donner une moto, donc ça attire les gens. Il y a aussi le fait que, comme vous savez, dans cette partie de l'Afrique, il y a des valeurs sociales qui font qu'on a moins de suspicion envers les femmes qu'envers les hommes. Dans cet ouvrage, Siddiq a aussi évoqué le mode de fonctionnement du groupe Boko Haram. Boko Haram et les ex-combattants nous l'ont dit, a des structures d'accueil de nouvelles recrues qui sont initiées au maniement des armes avec une instruction vraiment digne d'une armée régulière. Boko Haram a des stratégies militaires. Nous avons ainsi pu savoir qu'il y a beaucoup de sections. Il y a des sections de 10-15 personnes à la tête desquelles il y a un lieutenant. Il y a aussi des tribunaux internes à Boko Haram. L'option prise par les autorités nigériennes de déradicaliser les ex-combattants, une belle idée, estime l'écrivain. Lorsque les autorités nigériennes ont lancé le programme en décembre 2016, elles ne s'attendaient pas à un tel enthousiasme. Dans ce centre-là, il y a au moins 250 personnes qui sont venues volontairement en peu de temps. Si on le faisait par exemple 250 au Niger, 250 au Tchad, 250 au Nigeria, 250, on aurait des milliers de personnes qu'on pourrait soustraire de rangs de Boko Haram. Ça aiderait à affaiblir les rangs de Boko Haram sans qu'on ait eu besoin d'acheter des avions, d'acheter des chars qui, de mon point de vue, ne sont pas les types d'équipements les mieux adaptés pour combattre une secte comme Boko Haram. Donc c'est pour ça que je pense que ce programme-là mérite encore plus d'attention de la part des autres pays africains et de la communauté internationale. De 2009 à nos jours, Boko Haram a fait plus de 27 000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés, notamment dans les pays touchés, le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Comme chaque mercredi, place à présent à votre rendez-vous hebdomadaire, la chronique judiciaire. Elle porte cette semaine sur le terme référé, un thème développé par Maître Ahmed Maman, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. Parler de référé, en fait, c'est parler d'une procédure d'urgence. Une procédure où on saisit le juge par rapport à une question d'évidence. Donc quand il y a péril à la demeure, on estime que c'est assez urgent, on saisit le juge. C'est en cette matière on parle de référé. Donc, mais quand on parle de référé, il ne faut pas aussi le voir seulement sous un angle purement civil, parce qu'on peut toutefois aussi saisir les juridictions administratives, notamment le président du Conseil d'État, relativement à la suspension, par exemple, d'un acte
de l'administration, un acte administratif et tout. Donc, par rapport à la procédure qui est prévue relativement à la procédure de référé en matière civile, c'est le code de procédure civile qui prévoit cette procédure-là. Et de l'autre côté, par rapport au référé en matière administrative, c'est le texte sur le Conseil d'État, notamment la loi 2013 qui a prévu le référé en matière administrative. Donc, relativement à la procédure devant la juridiction civile, on saisit normalement le président du tribunal de grande instance. On procède d'abord, on fait une requête au pied de laquelle il y a une ordonnance qui sera soumise ou qui seront soumises au président du tribunal qui va vous autoriser à assigner votre adversaire en référé. Et là, l'assignation, c'est un exploit d'huissier et vous saisissez un huissier pour faire une assignation et faire attraire l'adversaire devant la juridiction de référé. Voilà en quelques mots comment la forme ou la procédure de référé en matière civile. Mais sauf que ce qu'il faut retenir, dans quel cas le juge de référé peut être saisi. Principalement, c'est quand il n'y a pas de contestation sérieuse. Parce que le juge de référé, c'est un juge du provisoire. Il ne préjudicie pas au fond. Il ne touche pas au fond des débats, mais c'est sur l'évidence. Quand il n'y a pas de contestation sérieuse, on saisit le juge pour qu'il se prononce. Mais la loi encore a prévu les cas dans lesquels, même en présence de contestations sérieuses, on peut toutefois se référer à un juge de référé pour qu'il puisse se prononcer, par exemple, pour prévenir un dommage imminent ou pour des questions de mesures conservatoires ou de remise en état. Donc on peut toutefois se référer à un juge de référé pour pouvoir statuer sur la question. Donc le juge de référé ne peut pas préjudicer au fond, c'est un juge du provisoire. Et en matière de référé devant la juridiction civile, comme je le disais, c'est le président du tribunal qui est compétent. Et de l'autre côté, il n'y a pas d'opposition. Par exemple, même quand vous vous absentez, vous ne vous présentez pas à l'audience, une fois que la décision est rendue, vous ne pouvez plus faire opposition. La seule voie qui vous est offerte, c'est de faire appel dans 15 jours pour saisir le président de la cour d'appel qui va statuer sur votre demande et qui est compétent pour statuer en matière d'appel. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur le référé en matière civile. Maintenant, de l'autre côté, par exemple, il peut arriver à ce que nous soyons en matière administrative. Là, on saisit le président du Conseil d'État. C'est soit lui qui statue ou bien un conseiller d'État qu'il aura désigné qui peut statuer sur la demande. Maintenant, là aussi, c'est à des degrés différents ou c'est des cas différents. Il peut s'agir, par exemple, d'une décision d'une juridiction administrative qui est devenue définitive, dont on demande la suspension de l'exécution de cette décision. Là, on se réfère au président du Conseil d'État pour pouvoir demander la suspension de l'exécution de cette décision devenue définitive en matière administrative ou la suspension de certains de ses effets. Mais là aussi, il y a des conditions à respecter. Il faut d'abord introduire une requête en annulation ou en réformation de cette décision querellée. Donc, en dehors de décisions rendues par des juridictions administratives, il y a aussi des actes administratifs qui peuvent aussi être attaqués ou dont on peut demander leur suspension devant le Conseil d'État, devant le président du Conseil d'État. Et là aussi, il y a deux catégories. Par exemple, à partir du moment où vous saisissez déjà la juridiction compétente pour demander l'annulation ou donc l'annulation de la décision administrative, donc de la décision attaquée, c'est que là, vous pouvez aussi saisir le président du Conseil d'État pour qu'il puisse se prononcer sur la suspension de l'exécution de cette décision. Donc là, une fois qu'il prononce cette suspension, il y a aussi un délai à respecter pour pouvoir prendre la décision sur l'annulation. Et cette décision d'annulation, une fois prise, une fois que le juge se prononce sur la décision d'annulation, c'est que ça met fin
à la suspension prononcée par le juge des référés en matière administrative. Et en dehors de ce cas, il y a aussi le cas où vous introduisez un recours administratif soit hiérarchique ou gracieux devant l'autorité, donc gracieux, un recours gracieux devant l'autorité qui a pris l'acte en matière de l'administration, ou sa hiérarchie, son supérieur hiérarchique. Donc à partir du moment où vous justifiez avoir introduit un recours administratif préalable, là vous pouvez aussi saisir le juge des référés en matière administrative, donc notamment le président du Conseil d'État, pour demander à ce qu'il ordonne la suspension de la décision rendue par l'administration avant que le juge ne se prononce sur sa légalité. Mais là, vous avez aussi un délai dans lequel vous devez aussi introduire votre requête. Parce qu'à partir du moment où le juge prononce l'annulation, la suspension, c'est que vous avez un délai pour saisir, pour faire votre requête en annulation, faute de quoi la suspension, elle tombe d'office. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire en matière administrative pour ce qui est de la procédure de référé. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de voie de recours, il n'y a pas d'appel à faire, il n'y a pas d'opposition à faire. À partir du moment où le juge de référé en matière administrative, donc notamment le président du Conseil d'État, se prononce, c'est que vous êtes obligé de vous en tenir à cette décision. Il n'y a pas de voie de recours. Et là aussi, c'est comme en matière civile. Dans les deux cas, le juge ne doit pas préjudicier au fond. Et voilà ce que je peux vous dire en gros, c'est que la décision rendue en matière de référé, c'est une décision provisoire, c'est une décision qui ne peut pas préjudicier au fond, c'est une décision qui se justifie en matière d'urgence, de célérité. C'est pour cela, en matière civile, par exemple, même le jour férié, même le jour chômé, vous pouvez toutefois saisir le juge des référés pour lui demander de se prononcer sur votre cause. Et en dehors de cela, vous pouvez aussi vous adresser au juge de référé pour lui demander des condamnations à des astreintes, donc, ou vous pouvez aussi lui demander des condamnations à des dépens, donc le juge de référé est aussi compétent à la matière. En matière civile, c'est le juge de référé généralement qui se prononce, qui est juge des libertés individuelles, qui est juge en matière de propriété immobilière, des questions de voie de fait, c'est le président du tribunal de grande instance, donc en matière civile, qui statue à la matière. Voilà, parce que c'est un peu difficile de détailler les deux cas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la procédure ou aux procédures des référés devant les juridictions civiles et devant le Conseil d'État.